Mathieu, Matt, première actuelle play ensemble comme imagitateur. Comment ça va? Ça va très bien. J'ai vraiment hâte à cette petite partie. Toi? Ça va bien, ça va bien. Et là, comme on est deux passionnés d'histoire antique, je m'attends à ce que ça se ressente, moi, dans cette actuelle play-là. Oui, ça risque d'arriver. Je suis vraiment, disons-le comme ça, un grand fan de l'histoire militaire antique. J'ai étudié là-dedans, donc oui, ça risque de transparaître. Oui, et sans doute que je vais en mettre un petit peu plus au niveau de la description pour l'ambiance, parce que mon but, c'est de littéralement te transporter dans cette période fascinante du passé, et par le fait même, les gens qui nous écoutent. Et dis-moi, Matt, à quelle époque allons-nous? À l'époque d'Alexandre le Grand, en Perse, en pleine campagne militaire. Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Et tu interprètes une courtisane. Oui, bien sûr. Une courtisane perse. Non, je fais un magnifique officier de cavalerie. Es-tu prêt, Lysandre d'Amphipolis? Oh oui, je suis prêt. Mon Alexandre. Allez, on plonge dans le passé. En l'an 330, avant Jésus-Christ, voilà déjà 4 longues années qu'Alexandre le Grand et son armée ont traversé le détroit de Dardanelles pour envahir la Perse. Après avoir mis en déroute à 3 reprises l'armée de Darius III, le jeune roi macédonien se lance à la poursuite du roi perse, en fuite, à travers le paysage montagneux de la Midi. 7 mois après leur dernier affrontement à Gaugamel, Darius lui échappe toujours. Enfiévré par l'alcool et la colère, Alexandre se montre impitoyable à son arrivée devant la splendide cité perse de Persépolis. Alors que les ruines de la ville fument encore et que l'armée d'Alexandre reprend sa marche vers l'est, notre histoire commence. L'histoire d'un roi et d'un officier vétéran, mais aussi d'une créature cauchemardesque venue des étoiles. Chapitre 1. La mission. Dans le ciel bleu acier, le soleil est un œil en feu. Le désert, immense et cuisant, s'ouvre comme la gueule d'un four. Les colonnes de l'armée d'Alexandre le Grand s'étirent, bêtes gigantesques, qui s'enroulent autour des collines brûlantes de la Midi. Des reflets de bronze et de sueur scintillent sous ce soleil de plomb. Et le vent, malingre, charrie la poussière qui rend l'air presque irrespirable. Derrière cette vaste armée en marche qui s'apprête à faire halte pour la nuit, d'épaisses colonnes de fumée s'élèvent encore au loin. Persépolis brûle toujours, même après plusieurs jours. L'installation pour la soirée et la nuit est laborieuse. L'armée, une ville mobile de 40 000 âmes, est constituée de soldats, certes, mais aussi de forgerons, de charpentiers, de commerçants, d'artistes, de médecins et d'aides-soignants, de courtisanes, de cartographes, de chroniqueurs, de prêtres et de devins. C'est un chaos organisé, une fourmilière humaine, au milieu des terres hostiles. Alors que le soleil, comme un œil rougeoyant, achève sa course, le campement est enfin dressé. On suit alors de près un soldat qui se ferait un chemin à travers la foule, qui s'active pour le repas du soir. Il joue du coude et des épaules, mais la plupart s'empressent de le laisser passer, reconnaissant la chlamyde d'un rouge sombre sur ses épaules, cette cape manteau que portent les officiers et les cavaliers. Rouge sombre, couleur des proches du roi des rois, Alexandre. L'homme du roi s'arrête devant une tente, modeste, assez haute pour se tenir debout à l'intérieur, mais juste assez pour y dormir à 4 ou 5. Ta tante, lieutenant Lysandre d'Amphipolis. Lysandre, tu es commandant second, le lieutenant de la cavalerie thessalienne, auprès du commandant Calas. Vous êtes tous les deux sous les ordres du très respecté général Parménion, qui commande toute l'aile gauche de l'armée d'Alexandre. Tout aux côtés de ta tante, un jeune homme, peut-être 20 ans, donne les derniers coups de brosse à un cheval, le tien. Dans cette scène, ce décor, où es-tu, Lysandre?
Que fais-tu? Lisandre se tient debout, près du jeune homme. Il le regarde. Quelqu'un qui connaît Lisandre serait étonné. Son regard est presque tendre et affectueux. On le voit lever la main et indiquer au jeune homme quoi faire ou brosser. Qu'est-ce qu'il a oublié? Un soupir du jeune homme accompagne le geste. Dis-moi, à quoi ressembles-tu, Lisandre? Le corps de Lisandre est noueux. Sa peau est tannée par le soleil. Des rides précoces sur son visage. Son sourire est celui d'un prédateur. Ses dents sont écartées. Son œil est vif, mais ses jambes portent les marques du cavalier. Elles sont arquées et semblent lui causer problème, même lorsqu'il reste debout. Quel âge as-tu, Lisandre? 44 ans. C'est vieux pour un cavalier. Ouais, comme le temps passe vite sur une terre étrangère. J'ai une question. Au premier jour de la conquête de la Perse, le général Parménion t'a placé comme commandant second de la cavalerie thessalienne afin d'avoir un Macédonien au sein de cette unité d'élite grecque. Question. As-tu vu d'un bon œil le fait d'être placé ainsi au milieu des Thessaliens, ces Grecs? Au début, j'ai pris ça comme une insulte. Il y a si longtemps que je chevauchais en compagnie de mes hommes. Bien sûr, on m'en a laissé une poignée pour m'accompagner, mais les Grecs regardent toujours les Macédoniens avec un mépris. Pour eux, on est leurs barbares. Mais dis-moi, avec le temps, as-tu quand même tissé des liens avec tes hommes, tout Thessaliens qu'ils sont, tout Grecs qu'ils sont? Ce sont d'excellents cavaliers qui savent guerroyer, qui prennent soin de leur monture, et qui, malgré tout, se sont montrés, disons-le, très amicales avec moi. J'aime bien le vieux Antipater et le jeune Cléon. Ils me sont, disons, d'une grande utilité. Le jeune homme qui était dos à toi, qui est en train de brosser ton cheval, se retourne enfin. Père, il faut qu'on parle. De quoi? C'est ridicule. À l'entraînement, je tiens tête à Antigone, ton meilleur soldat. Tu ne peux pas me cantonner au camp, loin des batailles. Je n'ai pas quitté la Macédoine pour seulement m'occuper de vos canassons. À 16 ans, notre roi Alexandre livrait ses premières batailles contre les tribus thraces. J'en ai 20. Cassandre, ne te compare pas à lui. Il est d'une nature qui nous dépasse tous. Son énergie et sa vigueur sont celles presque d'un demi-dieu. Et d'ailleurs, tu devrais cesser ces fanfaronneries avec Antigone. Il finira par te briser le crâne. Ah, cesse de me surprotéger, père. Et comment pourrais-je me comparer au roi Alexandre alors que je ne suis pas foutu de mettre un pied sur un champ de bataille? Un homme se racle la gorge pour signifier sa présence. Finis ce que tu as commencé, fils. Nous poursuivrons cette discussion. T'inquiète, nous la poursuivrons. Entre ses dents serrées, Cassandre murmure. J'y compte bien, père. Lisandre se tourne, cherche l'homme qui s'est raclé la gorge. L'homme porte une chlamyde qui l'identifie comme un messager du roi. Es-tu le lieutenant Lisandre d'Amphipolis? Oui, c'est moi. Que puis-je pour toi, messager? Je suis Léonatus, garde du corps et messager du roi. Je dois te conduire à la tente royale. Puis-je t'offrir quelque chose pour te sustenter, Léonatus? C'est fort aimable de ta part, lieutenant. Mais on ne fait pas attendre le roi, Alexandre. Bien sûr. Tu as déjà vu le roi de près, lors de rencontres avec les officiers, mais jamais il ne s'est directement adressé à toi, Lysandre. Quel est ton sentiment, alors que tu as tout juste le temps de prendre ta propre chlamyde, la mettre sur tes épaules et suivre ce messager du roi, Léonatus? Je sais très bien que si c'était un ordre de nature militaire pour déplacer les troupes, c'est de la bouche de Parménion ou de Calas que j'aurais reçu cet ordre. Être convoqué ainsi devant Alexandre me stresse au plus haut point. Cela veut dire que quelque chose sera demandé. Et quelque chose qui ne concerne pas Parménion ou Calas, c'est dangereux pour moi. Parménion et Alexandre ne sont pas en bons termes. Je crains un peu la requête. Ça se lit sur mon visage et sur mon sourire, malaisé et tiré. Nous verrons bien s'il y a lieu de s'inquiéter de ces querelles internes
Lysandre, nous verrons bien. Es-tu prêt à passer à la seconde scène? Oui. Scène qui s'intitule Chapitre 2. Le roi des rois. Lysandre, tu t'arrêtes un instant devant la tente royale d'un rouge incandescent, à l'origine, car aujourd'hui, la couleur est légèrement fanée par la cendre tombée du ciel. Le vent a tourné, et les restes de la cité de Persépolis s'invitent sur votre campement, comme une pluie sec et grise chutant sur vous, peut-être pour vous rappeler votre méfait. Les tentures ondulent légèrement sous cette brise invisible qui transporte des odeurs d'incendie, agitant des motifs cousus de fil d'or, des motifs perses qui te sont étrangers, puisqu'il s'agit de la tente du roi Darius III, qu'il a laissé derrière lui pour prendre la fuite. Alexandre l'a fait sienne. « Tu peux entrer, lieutenant », fait Léonatus derrière toi. Lysandre fait quelques pas et regarde cette prise de guerre exceptionnelle, cette tente brodée d'or. À l'intérieur, une fois entré avec Léonatus sur tes talons, l'air est saturé de parfums capiteux, de l'encens mélangé à une pointe sucrée d'épices lointaines, des odeurs qui te sont devenues de plus en plus familières en 4 ans de campagne militaire sur ce territoire. Sous tes pieds, étouffant le bruit de tes pas, des tapis épais, dessinant des scènes de chasse, des lions bondissant sur des antilopes aux cornes torsadées, d'énormes coussins recouverts de soie s'amoncellent en îlots confortables aux 4 coins. Ici et là, des objets de richesse décorent la tente, des vases décorés d'or, des coffrets d'ébène incrustés d'ivoire, des tables basses finement sculptées, des divans bas, drapés de voiles et de peaux de bêtes, comme le léopard. Mais au centre, heureusement, tu retrouves un meuble rassurant et familier. Une immense table de commandement, sur laquelle sont étalées plusieurs cartes. Derrière cette table, à ton grand soulagement, ton général, Parménion, le roc de chair et d'acier, dans la 60aine, te fixe. À ses côtés, Ptolémée, 37 ans, l'un des commandants les plus compétents du roi Alexandre. Ptolémée, je vous présente le lieutenant Lysandre d'Amphipolis. Lysandre s'approche, fléchit un peu les genoux, baisse la tête. Mon commandant, mon général. Une voix derrière un paravent de bois sombre, presque noir, s'élève. Où est Matlamide? Au col de crinière. Suis-je entouré d'incapables pour perdre ainsi un vêtement aussi précieux? C'est un cadeau de Mazakès, le satrape d'Égypte. Elle m'a porté chance dans les derniers combats. Le roi Alexandre sort en coup de vent de derrière le paravent, vêtu d'un simple chiton court, comme le portent les hommes. Et pourtant, même ainsi, sa présence est écrasante. L'homme de 25 ans devant toi est non seulement ton roi, Lysandre, mais aussi le chef de la Ligue de Corinthe, qui réunit toutes les cités grecques, sauf Sparte. Il est déjà considéré comme le roi des Perses pour plusieurs, ayant conquis l'Anatolie, la Phénicie, l'Égypte, Babylone, Suse et Persépolis. Il a même été proclamé pharaon, et certains le voient comme le fils d'un dieu. Devant toi, le roi des rois, Alexandre, l'homme qui relève tous les défis. Mais, au-delà de tous ses titres et exploits, c'est son regard qui te pétrifie sur place. Lorsque tu y plonges, tout le reste de l'intérieur de la tente semble disparaître. Cet homme fait plus que subjuguer par son regard et sa présence. Il conquit les âmes. Non, il les dompte. C'est votre homme, Parménion? Dans cette simple question, tu peux quasiment sentir une légère tension entre le roi et le vieux général Parménion. Les rumeurs vont bon train dans le camp. On sait que depuis longtemps, tout les oppose. Alexandre est impulsif et fonceur. Parménion, lui, est sage et prudent. En fait, ils sont de plus en plus en désaccord sur la marche à suivre pour cette campagne qui s'éternise, disons-le. Oui, mon roi. Le lieutenant Lysandre d'Amphipolis est sans doute le meilleur cavalier macédonien qui m'ait été donné de voir. À part vous,
Alexandre, bien sûr. Et Créon, l'un de ses cavaliers, est un pisteur hors pair. Alexandre te détaille de ses yeux couleur d'océan, pénétrant. Ah, je vous reconnais. Vos hommes vous surnomment le lieutenant Masga. La mule, j'aime. Et il vient mettre une main chaleureuse sur ton épaule. Alexandre agit plus en soldat qu'en roi. Que puis-je pour vous, mon roi? Tu vois sa poigne sur ton épaule se refermer un peu plus, comme pour te rassurer. Lieutenant, j'ai bien peur de devoir vous séparer pendant 2 ou 3 jours de votre unité de cavalerie. La prochaine ville devant nous est minuscule, intervient le commandant Ptolémée de derrière la table. On parle d'un peu plus de 2000 habitants. Son nom ne figure même pas sur nos cartes. C'est un simple point sur le papyrus, mais tout de même un point de ravitaillement important pour notre armée. Nous avons envoyé une petite patrouille d'une dizaine d'hommes, dit Parménion, en te montrant le point sur la carte. Nous n'avons plus aucune nouvelle d'eux. Encore sa main sur ton épaule, le roi Alexandre la fait glisser dans ton dos pour te faire avancer doucement vers la table et les cartes. « J'ai besoin d'hommes rapides, dit-il, qui chevauchent tel le vent, et discrets. 3 hommes seulement. » Le doigt de Parménion pointe la cité. « En raison de ses talents, votre ami Créon doit vous accompagner. Le choix du 3e homme vous appartient. » Je retrouverai la piste de cette patrouille, mon roi. Il est presque collé à toi, alors que sa main est toujours dans ton dos. Il s'agit de savoir ce qui est advenu de notre patrouille et quelle est la situation de cette ville. Vous ne devez prendre aucun risque inutile. Vous m'entendez, lieutenant? Je ne voudrais pas annoncer à votre fils la mort de son père. Alexandre semble en savoir plus, beaucoup plus sur toi. Nous trouverons ce qui est arrivé à ces hommes. Agir avec prudence, c'est bien ironique de la part d'un roi qui chevauche sous les puits de flèches et galope tout en avant de son armée avec la cape et son cimier rouge bien visible. Le roi Alexandre n'est ni plus ni moins qu'une tête brûlée, qui s'est pris de nombreuses blessures au combat, alors même qu'il va bientôt fêter ses 26 ans. Est-ce que tu vas prendre ses recommandations à la lettre? La prudence? Lysandre est toujours prudent. S'aventurer en terrain inconnu est toujours quelque chose de particulièrement difficile pour lui. Ton approche militaire est plus calquée sur Parménion que Alexandre. Je me trompe? Ouais. C'est sûr que la prudence et la sagesse guident habituellement les actions de Lysandre. Mais si il doit le faire avec célérité, il le fera avec célérité. Si c'est ce que le roi veut, Lysandre s'y pliera. Vous avez vos ordres, lieutenant, fait Parménion. Départ cette nuit même, dans moins de 2 heures si c'est possible. D'ici 1 heure, je serai parti, mon roi. Très bien. Je n'en attendais pas moins de vous, lieutenant. Vous avez belle réputation au sein de mon armée. Tu quittes? Rapidement. Après un salut? Oui. Après un hochement de tête, Lysandre tourne les talons et quitte rapidement. Question. Qui sera ton 3e homme? Ton fils a parlé d'Antigone, le meilleur guerrier de ta cavalerie. Sera-t-il ton choix ou t'avais quelqu'un d'autre en tête? Tu me parlais d'un Antipater. Ouais. Et d'un... Cléon. Et d'un Cléon. Cléon, ça serait proche de... De Créon. De Créon. On va essayer de le flusher. C'est bon. On flush Cléon, puis on va garder Antipater. C'est préférable pour 2 dyslexiques. Que sera ton choix? Oh, Antigone, c'est un excellent guerrier, mais Antipater est de loin meilleur cavalier. J'ai noué des liens beaucoup plus profonds avec lui. C'est quelqu'un que j'ai pris sous mon aile. C'est quelqu'un qui, je crois, fera un jour un excellent commandant de cavalerie, un excellent officier. Donc, Lysandre va retourner à son campement et tenter de garder le tout le plus discret possible. Ouais, sans doute réussiras-tu pour la plupart des gens, mais pas pour Cassandre. Il partage ta tente. Je crois qu'on pourrait peut-être se faire cette petite scène. Et là, ça serait intéressant de voir un peu la dynamique. Père-fils, qu'est-ce que t'en penses? Oui, on pourrait s'y frotter. On y va avec cette scène. On entend les chevaux s'ébrouer. Alors qu'Antipater et Créon sont sur leur monture. Devant eux, ta tente. Et grâce au brasero à l'intérieur, on voit 2 silhouettes, comme des ombres chinoises. La tienne, Lysandre, et ton fils, Cassandre.
Vous auriez pu me choisir, père. Je suis aussi qualifié que ces hommes. Un sourire sur les lèvres de Créon à l'extérieur. Pauvre enfant, c'est ce que tu crois. Créon pourrait retrouver un cerf dans le noir total avec son seul sens de l'odorat. Tu es loin d'être un pisteur de sa qualité. Et je ne le deviendrai jamais si vous me maintenez toujours à l'écart des batailles. Ce n'est pas à ça que tu es destiné. Tu reprendras le domaine familial. Tu sais très bien ce que j'attends de toi. Vous êtes un guerrier, père, et vous voudriez qu'il en soit autrement pour moi? Quelle injustice! Écoute-moi bien, petit insolent. Si j'ai décidé de faire la guerre, c'est pour m'enrichir et avoir un butin assez considérable que plus personne de ma lignée ne soit obligé de porter les armes. De toute façon, j'ai promis à ta mère de te tenir loin des combats, et c'est ce que je fais, et c'est ce que je continuerai à faire. Tenez, mère, hors de ce discours, père. Ce sont vos rêves dont vous parlez. Et les miens, qu'en faites-vous? Les tiens? Si mon rêve est de participer à la gloire de notre roi, ne devrais-je pas le vivre, comme vous, comme vos rêves? Que sais-tu de mes rêves, enfant? Tu ne sais rien. Je rêve d'agriculture, de promenade, de peut-être même apprendre à lire, de passer du temps avec ma femme, de voir ma lignée se perpétuer. Ce sont mes rêves. Ce sont là des rêves bien ternes, père. Tu reconnais là bien les paroles des jeunes désireux de mesurer leur bravoure sur les champs de bataille. Il soutient ton regard, mâchoire serrée, retenant peut-être les mots qui pourraient à jamais briser votre lien. Aimes-tu ton fils, Lysandre? Je l'aime surtout parce que son visage me rappelle celui de sa mère. Je l'aime énormément. Mais étant un Macédonien, étant un homme de ma stature, c'est-à-dire un officier dans l'armée, c'est quelque chose que je peux plus vraiment exprimer envers lui, autant au niveau de la tendresse physique que dans mes paroles. Parfois dans mes yeux, certains de mes proches le voient. Je l'aime et j'essaie de le protéger de ce qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire la fureur des combats et surtout aussi la crainte des nouveaux. Parce que je sais que les jeunes guerriers, c'est eux qui meurent en premier. C'est eux qui sont le plus à risque de recevoir la blessure qui va s'infecter pendant plusieurs jours et les faire mourir après d'horribles souffrances. Donc, mon but, c'est de lui éviter tout ça. J'ai fait une promesse à ma femme. Je sais que la mort de Cassandre la tuerait, tout simplement, mais surtout mettrait fin à ma lignée. Après lui, il n'y aura plus rien. Qui va, après ça, s'occuper du culte de nos ancêtres? Qui va porter le guénos de ma famille? Donc, j'ai pas le choix de le tenir loin. Créon et Antipater regardent cette tente où on voit les deux silhouettes se faire face. Tu as ta chlamyde, tes armes, ton linothorax et ton sac de voyage sur l'épaule. Tu es prêt. Vous vous observez. Lysandre s'approche de lui et à la manière d'Alexandre, lui met la main sur l'épaule. Écoute-moi bien, Cassandre. Si je ne reviens pas, tu sais que nous avons assez d'or, de chevaux et d'esclaves pour vivre plusieurs vies de calme. Rentre au domaine. Tu enterreras mes os sous le tertre familial et tu feras les offrandes nécessaires aux ancêtres. Vous revenez toujours, père, et je ferai le nécessaire pour votre mémoire. Mais sachez que or, chevaux et esclaves, je les échangerai volontiers pour vivre mon rêve. Lysandre tourne les talons, mais juste avant de sortir de la tente, se retourne, ouvre la bouche pour dire quelque chose, le doigt pointé vers son fils. Sa main tremble un peu, mais ferme son poing, le regarde durement. Occupe-toi des chevaux. Je prends la meilleure monture. Je prends Méduse. Je te laisse Aquilée et Corée. Lentement, Cassandre se détourne. Colère et tristesse nouant sa gorge. Antipater, Créon, ne tardons pas. Nous avons perdu assez de temps. Si des hommes nous demandent où nous allons, dites que nous devons vérifier un point d'eau. L'armée se remettra en marche dans quelques jours et nous devons nous assurer que celle-ci est potable. C'est bon pour vous? À vos ordres, lieutenant. Fait Antipater. Créon te salue d'un hochement de tête. Alors vas-y, Créon, je t'ai vanté. Montre-nous ce flair. Je ne vous décevrai pas. Est-ce qu'on rajoute quelque chose avant de passer?
À l'autre scène? Non, je pense que tout a été dit. Je crois que tout a été dit. Tout a été dit ici, papa! Le petit Chris, je sais qu'il va nous suivre. Voyons. T'as quand même été assez ferme. Je sais pas, on va voir. Nous verrons bien. Hey, en passant, super description de la tante d'Alexandre, puis super interaction avec Parménion, le Ptolémée. Ah, tu sais, je voyais tellement Lisandre là, qui se sentait là, dans un luxe qu'il avait jamais vu, puis là, il fait face à face avec le soleil aux yeux bleus qui est Alexandre. Là. Mais je suis prêt à la prochaine scène. Oh que oui, nous sommes tous prêts. Chapitre 3. Voyage vers le Tartare. L'enfer. Le soleil vous frappe de plein fouet, alors qu'il tombe sur vous à la verticale. Chaque respiration est une gorgée de feu, tant il fait chaud. Devant toi, Lysandre, une ville fantôme. Les 20 000 âmes annoncées, envolées. Derrière la muraille, il ne reste que des maisons de briques lézardées par le soleil impitoyable. Des maisons de briques et de pierre s'arrachant au sable du désert sous un ciel aveuglant. Les 2 portes principales sont décrochées, gisant au sol, laissant 2 orbites vides dans la fragile muraille qui encercle la ville. Dis-moi, Eric, cette ville déserte, est-ce que ça fait longtemps que les habitants semblent l'avoir quittée ou c'est tout récent? C'est une ville fonctionnelle, clairement fonctionnelle, mais sans habitants. Ce ne sont pas là des ruines. Mis à part ces portes qui ont été arrachées, il n'y a pas de signe de siège ou d'agression d'une grande armée. Est-ce que vous entrez? Tu ne t'es pas trompé, Créon? Nos éclaireurs sont venus jusqu'ici, j'en suis sûr. J'ignore s'ils ont trouvé une ville aussi morte que nous. J'ai entendu de la bouche de Ptolémée lui-même qu'elle était habitée. Depuis qu'on fait la guerre aux Perses, dis-moi, est-ce que c'est une tactique que Lysandre aurait pu voir de vider une ville de ses habitants complètement? Devant votre armée, il n'y a que 3 manières de réagir. Soit vous ouvrir les portes, comme l'a fait Babylone, ou se battre, comme Halicarnasse, ou peut-être, comme ici, fuir et tout abandonner, peut-être. Antipater, Créon, nous allons faire le tour de la ville avant d'y entrer. Soyez aux aguets, j'ai un mauvais pressentiment. Ce sont des murailles que vous allez longer, puis découvrir une 2e porte de l'autre côté, à l'est. Une porte est maintenant en place, l'autre, à la manière des premières, est dans le sable, au sol. Il faut trouver nos hommes. Et moi qui n'ai pas fait d'offrande avant de partir pour cette histoire. Nous nous reprendrons arrivés de retour au camp. Entrons, messieurs, entrons. Mais soyons vigilants. À l'intérieur, vous avancez sur une rue poussiéreuse, entre les maisons entassées comme des nids abandonnés. Maintenant, ici, seul le souffle chaud du désert siffle sa complainte. Ok, d'accord. Les habitants ont peut-être quitté, mais ça n'explique pas la disparition de notre patrouille de reconnaissance. Se plaint Antipater. À quoi ressemble-t-il, lui? Antipater, c'est un homme plutôt grand et assez élancé, avec une barbe très proéminente. Il en prend grand soin d'ailleurs. Et depuis quelques mois, il en prend soin à la manière des Perses et des Mèdes, avec onguents, et on a vu apparaître plusieurs bagues à ses mains, et même quelques boucles d'oreilles. C'est un bel homme, mais c'est surtout un excellent estafette. On l'utilise habituellement pour transmettre des messages rapidement. C'est un homme avec une bonne mémoire, et surtout, c'est un cavalier qui s'est poussé jusqu'à la dernière limite de ses montures. C'est pour ça que je l'ai emmené. Si jamais il nous arrive quelque chose, un homme comme Antipater serait capable de fuir devant pratiquement n'importe quelle armée, n'importe quel cavalier, les semer, retourner à bon port. Physiquement, il est tout le contraire de Créon. Ah oui, Créon, la nature l'a pas gâté. Son visage est, ma foi, on pourrait le décrire comme grossier. On dirait que les dieux, cette journée-là, ont décidé de pas se forcer lorsqu'ils ont sculpté son visage. Court sur pattes, l'homme
a une voix étrange aussi. Mais lui, il compense par des sens extrêmement exacerbés. Il entend tout, il voit tout, il sent tout. Chasseur et pisteur émérite. Et Créon de dire « J'aurais mieux aimé que la description vienne du MJ et non de la narration partagée. Ça aurait été plus flatteur pour moi. » Vous traversez cette petite cité qui est désormais un cadavre sans vie pour arriver à une grande place centrale où un puits s'élève au centre. Êtes-vous sur vos montures? Oui, faisons boire les chevaux. Je ne crois pas que l'opportunité va se représenter. Laissez-moi l'inspecter d'abord, lieutenant. Souvent, lorsqu'on déserte un village ou une cité, on prend soin d'empoisonner l'eau. Des cadavres. Créon saute en bas de son cheval et le tire jusqu'au puits, l'attache à celui-ci et entreprend d'allumer une torche. Que fais-tu, Lysandre, pendant ce temps? Lysandre a un étrange sentiment. Comme si il venait de commettre un impair. Comme si il avait manqué quelque chose. Tu m'appelles un premier jet, là. On va... En cervelle, à quoi ça ressemble? Excellent, c'est sa grande force. Ah, le stratège qu'est Lysandre, fais-moi un jet. 50% de chance de réussir. 17. Oh, magnifique. Ouais, cette sensation te serre un peu plus les tripes, alors que tu es persuadé d'être observé. Tu remettrais ta main au feu. Alors ce puits, Créon. Il se retourne, fait signe de non, de la tête. Tout est beau. Par Zeus et tous les dieux. Antipater est à quelques mètres de vous, figé, devant l'embouchure d'une ruelle. Qu'y a-t-il, Antipater? Que fais-tu? Alors que tu le vois figé, toi qui connais si bien les chevaux, tu vois son cheval qu'il tient par la bride, piétiner le sol, comme si le cheval voulait reculer. Je m'approche d'Antipater et... Plus tu avances, plus le bruit d'une horde de mouches fait vibrer l'air et résonne. Et je regarde dans la direction où son regard semble figé. Tu te places aux côtés d'Antipater? Oui. Dans la ruelle, entre les murs de pierre blanchis par le soleil, l'impensable. Un poteau grossier, à l'horizontale, posé sur les toits, de part et d'autre, surplombe la ruelle. Et on y a pendu des... pas possible. Se balançant mollement au gré d'une brise, chargée de la puanteur de la mort, une grappe macabre, 10 corps suspendus dans les airs, 10 hommes, et à la vue des vêtements et de l'équipement au sol, sous leurs pieds ballants, nul doute qu'il s'agit de vos frères d'armes, ceux que vous cherchiez. Leur peau a été arrachée d'un seul tenant, comme un vêtement qu'on retire avec soin, les muscles rouges, striés, sous la lumière crue d'un soleil mordant, des hommes écorchés vifs, suspendus à un gibet improvisé, offert au regard horrifié du ciel. Créon vient d'arriver derrière vous, chancelle, et un hoquet de dégoût lui échappe des lèvres. Antipater, lui, serre les poings, blanchissant ses jointures. J'ai l'estomac qui se rebelle. Ce n'est pas la mort au combat, la fin rapide d'une lame. C'est une boucherie, une profanation. Et pour toi, Lysandre, que se passe-t-il? Quelle émotion brasse en toi à la vue de ces hommes, à la peau entièrement retirée? Vos hommes. Lysandre surmonte le dégoût que lui procure ce macabre spectacle, se laisse glisser de sa monture, soulève sa chlamyde et la porte à son visage pour protéger son nez et sa bouche de l'odeur. Il s'approche de la ruelle et regarde attentivement la scène. Fais-moi un jet de cervelle. Attention, tu m'as dit que tu avais excellent, n'est-ce pas? Oui. Avant de faire ce jet, j'aimerais quand même me cocher un état émotionnel de dégoût et de stupéfaction. Ah, qui suis-je pour t'en empêcher? Et lorsque tu coches un état émotionnel, tu as le droit à un 10% de bonus sur un jet à venir bientôt. Mais attention, il faut jouer l'état émotionnel et ça pourra te nuire pour le reste de la scène. Et comme j'imagine tu vas utiliser ce 10%, j'allais te faire un jet à 30%, ce sera un jet à 40% et moins pour réussir. 31.
C'est un oui, mais. Comme tu ne sais pas la nature de ce qui vient, je vais prendre ce mais en main. Sur le toit, à gauche, un voile de chaleur ondule, avec des reflets huileux, dessinant une silhouette vaguement humaine, comme l'effet d'air qui se déforme sous la chaleur. Un cliquetis métallique et 3 traits rouges qui déchirent l'air chaud, chargé de poussière. Traits qui pointent la poitrine d'Antipater. Que fais-tu? Lysandre, les yeux écarquillés, crie « Antipater! Sur toi! Antipater! » Tu évites une mort instantanée à Antipater, mais sa réaction va être légèrement décalée. Tu le vois pivoter sur lui-même, puis tomber au sol. Ah! Créon, qui met un genou au sol, vient à son aide. 3 petites flèches de métal viennent saigner l'épaule d'Antipater, flèches qui étaient destinées à son cœur. Toi, Lysandre, que fais-tu? C'est comme si un djinn l'avait attaqué. Hormis ces 3 traits rouges, il n'y avait rien. Hormis ce semblant de silhouette sur les toits, il n'y avait rien. Lysandre prend une seconde, regarde autour de lui et court à grande enjambée vers Antipater et Créon. « Vite! Vite! Remets-le à cheval, Créon! Nous devons tout de suite quitter cet endroit! Vite! » Lieutenant, mais qu'est-ce qui nous a attaqué, bon sang? Alors que tu tournes le dos aux 10 cadavres pendus, tu entends comme un corps qui serait tombé au sol. T'en préoccupes-tu? Lysandre jette un coup d'œil par-dessus son épaule, mais continue sa course pour atteindre les rênes de son cheval. Que fais-tu une fois que tu as agrippé les rênes? Je me dirige vers Créon et Antipater, et je hurle à Créon. « Mets-le sur sa monture! Nous devons quitter cet endroit tout de suite! Créon! » À ton dernier cri, à celui de Créon, se mêle le cri de Médusa, ton cheval, qui se harque. As-tu la robustesse pour tenir les rênes? Fais-moi un jet, 35 et moins. 46. Oh, la fiction va te frapper. Les rênes viennent écorcher l'intérieur de la main qui les tenait. Ton cheval se cabre. Et tu vois comme une énorme lance, mais d'une grosseur fantastique, traverser son torse de part en part. Le cheval crie, puis tombe sur le côté. Mais qu'est-ce que c'est? Antipater s'est redressé sur ses coudes. Tu es à même de voir les 3 pointes de métal au haut de son pectoral. Il regarde en direction des cadavres. Il regarde des pas se dessiner sur le sol. Les yeux exorbités de frayeur, Antipater commence à reculer sur les coudes et se traînant sur les fesses, tout en poussant de ses talons. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vois-tu la chose, Lysandre, ou es-tu préoccupé par la mort de ton meilleur cheval? Lysandre fixe la chose invisible qui vient d'empaler son cheval. Tu la devines plus que tu ne la vois. Il dégaine avec fébrilité son épée. Recule de quelques pas. Nous devons quitter cet endroit tout de suite. Créon Antipater, à cheval. Créon s'efforce de remettre le grand Antipater sur ses 2 jambes. Allez, grande perche, aide-toi un peu et monte, bon sang! Lysandre crie « Fonce, Antipater !» Créon le propulse sur le dos de son cheval et embarque avec lui. Il te laisse son cheval. Et toi, tu vois ses empreintes. Énormes. Espèce de mélange entre les empreintes d'un humain et ceux d'un reptile, tel un crocodile. Et par moments, dans ce flou, dans cet air qui danse au-dessus de ses pas, tu vois apparaître la silhouette, comme des clignements, une peau reptilienne, des plaques de métal, un masque représentant une créature fantasmagorique, des mains puissantes se terminant par des griffes, une horreur immense, puissante, qui avance vers toi. De part et d'autre de sa tête, des appendices noirs, qui devraient être des cheveux, mais épais comme un doigt, comme si la chose, telle Médusa, avait une coiffe faite de serpent. 3 mètres, et il continue d'avancer. Que fais-tu? Je vais cocher un nouvel état émotionnel. Lysandre
totalement effrayé, fonce vers la monture que Créon lui a laissée. Saute sur elle, attrape les rênes. Juste au moment où tu attrapes ses rênes, tu revois dans cet air chargé de poussière 3 traits rouges qui passent à côté de toi et qui filent vers tes compagnons. Écoute, Lisandre lance un hurlement à la créature. Il libère toute la peur qu'elle génère en lui. À la fois un cri de terreur, mais aussi de provocation. Il monte sur le cheval et charge la créature. Utiliser une charge de cheval, bonne tactique. Tu es un bon cavalier, même qu'on t'a qualifié d'excellent. Tu veux bousculer la chose devant toi? Oui. Je t'aurais donné 40%, mais si tu prends ton état émotionnel immédiatement, on tombe à 50%. Je vais prendre mon état émotionnel et mon but, c'est vraiment de la charger puis de la frapper. De plein fouet, là. 50% et moins. Voyons si tu y arriveras. 12. C'est une très, très belle réussite. Décris-moi. Décris-moi comment tu sauves la vie de tes 2 compagnons et comment tu réussis à envoyer cette créature au sol. Lisandre frappe violemment de ses talons les flancs de l'animal, qui hennit et trépigne, mais fonce, tête baissée, sous les commandements de l'habile cavalier. Lisandre cherche pas à faire une passe d'armes ici, mais bien à frapper la créature avec tout le poids de sa monture. Et c'est ce qui se produit. L'impact est violent, mais la créature est extrêmement forte. Lisandre est projeté par-dessus la tête de son cheval, qui s'écroule sur la créature. Roule un peu sur le sol et va choir solidement sur le mur d'une maison. Le choc. Il se secoue la tête pour retrouver ses esprits et tente d'atteindre son épée qui se trouve à quelques mètres de lui, en marchant à 4 pattes. Quelques étoiles, des gestes un peu paniqués, alors que tes mains fouillent le sable et le sol pour trouver une arme, pour trouver ton salut. Alors que tu entends pour une seconde fois, aujourd'hui, un cheval qui hurle à la mort. Tes yeux rivés sur l'animal qui emprisonne de son poids la créature, tu vois 2 lames s'extraire du cou du cheval de Créon. Quelques ruades encore de l'animal, puis plus rien. Lentement, la lourde carcasse de l'animal glisse sur le côté. Et cette fois-ci, la créature se redresse tout entière, s'offrant à toi. Plus de clignotements, plus de mirages. C'est bel et bien une espèce de reptile à silhouette humaine, recouvert du sang du cheval, et avec ce que tu devines être toute une panoplie d'armes et de pièces de protection, qui recouvre un corps de 2,20 mètres et de près de 150 kilos. Le monstre avance vers toi. Alors que tu refermes enfin ta main sur ton épée, que fais-tu alors qu'elle approche vers toi, qui a le dos à un mur? Aucune issue pour moi. Peut-être une porte de ces bâtiments collés qui forment cette ruelle? Lisandre regarde à gauche et à droite, voit l'encolure d'une porte, fonce vers celle-ci et la défonce d'un coup d'épaule pour se jeter à l'intérieur. Alors que tu plonges dans les ténèbres à l'intérieur de cette maison, la créature a levé le bras. Il me faudra un jet d'adresse, Lisandre. À quoi ça ressemble? Je suis moyen et mes jambes ne sont plus ce qu'elles sont. C'est un peu ton talon d'Achille, si j'ose m'exprimer. 35 et moins. Oh non, 94. On frôle le fiasco, là. J'aurais pas le choix de me montrer impitoyable. Alors que la fraîcheur de l'intérieur t'a frappé, dans d'autres circonstances, ce changement de température aurait été le bienvenu, mais tu t'en préoccupes pas du tout, alors que quelque chose vient te frapper par derrière. Et tu te retrouves plaqué au sol, comme si toi-même tu avais été frappé par cette charge de cheval. Ouvrant les yeux, tu vois ton bras droit prisonnier d'un filet qui se resserre de plus en plus. Tu as beau bouger, rien ne fait. C'est tout le contraire, alors que tu vois des lignes rouges apparaître sur tes mains et tes bras. Du sang
Ce filet qui se resserrait sur toi pénètre tes protections et ta chair. Ça ne dure qu'un moment, puis tout s'arrête. Le filet a cessé de se refermer sur toi. Alors que ton visage est plaqué au sol, sur le côté gauche, tu entends les pas lourds de la créature entrer dans la maison et commencer à te contourner pour arriver dans ton champ de vision. Elle met un genou au sol. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux que cligner des yeux. Le monstre agrippe un sac qu'il portait en bandoulière et en ressort un vêtement de laine d'un rouge éclatant. Une crinière de lion s'échappe du fouillis de laine. Pour l'avoir vu plusieurs fois sur les champs de bataille depuis votre passage en Égypte, tu reconnais la chlamyde, la cape du roi Alexandre. Lentement, tu sens les mailles du filet se desserrer. Déjà, alors que tu voulais bouger, la créature t'empoigne par les cheveux et elle te projette à l'extérieur de la demeure. À tes pieds, elle lance la chlamyde rouge du roi alors que tu es toujours au sol. Lentement, elle pointe le manteau d'un long doigt griffu, puis pointe son torse. Ensuite, il désigne le soleil et te montre 2 doigts. Et pour terminer, d'un geste ample des bras, la créature te désigne la ville qui vous entoure. Lysandre, est-ce que tu comprends ce qu'elle est en train de te communiquer? Est-ce que tu comprends ce qu'elle veut? Lysandre reste totalement effrayé par la créature. Son cerveau ne répond plus. Il est tétanisé et balbutie quelques mots. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Furie. Alors que la créature se tient sous le chambranle de la porte que tu as défoncée, elle recule. Elle recule jusqu'à l'intérieur et tu la vois disparaître dans les ténèbres. Tu es là, sur le cul, dans le sable, la chlamyde du roi Alexandre, entre les 2 jambes. Est-ce qu'on arrête cette scène-là? Oui. Je pensais que j'allais y laisser ma vie là, j'étais prêt. Ouais, mais c'est bien, vous en êtes tirés tous les 3 pour cette première confrontation. Il a volé. C'est lui qui a volé dans la tente, ça veut dire? Oui. Le tabarnak. C'est ça que j'ai compris, je fais de la style, c'est ça qui catch. Son cerveau a arrêté de fonctionner, mais c'est ça qu'il comprend. Ah, reste à savoir si la créature aura ce qu'elle veut, c'est-à-dire se mesurer au plus grand combattant de l'époque, Alexandre le Grand. Il veut que je lui amène dans 2 jours. Oh là là. Pour moi, Lysandre, il va se jeter dans le puits. Voilà, c'est ce qui complète la première moitié de cet actuel play presque historique. Et si tu aimes ce que font les Imagitateurs, je t'invite à commenter, à nous envoyer un pouce pour nous encourager. C'était Matt et Eric, et on vous dit brassez et imagitez votre JDR. Ciao.